Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est la nuit, vous avez un enfant et il vous a déjà appelé pendant 5 réveils. Vous n'en pouvez plus, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Votre enfant est beaucoup plus grand et il met des heures à s'endormir. Vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisé. Vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de soirée, vous n'en pouvez plus. Ça, ce sont les débuts de discussions et de conversations que l'on pose souvent quand on me prend rendez-vous chez moi, par exemple, pour des questions de sommeil. Ou bien quand on me demande des informations, par exemple, sur les réseaux sociaux. J'avais envie de vous parler donc dans cette vidéo de différents livres que je trouve vraiment très utiles par rapport à toutes ces questions de sommeil. Je ne vais pas vous faire toutes des vidéos sur le sommeil, je pourrais le faire peut-être plus tard. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Ici, je veux vraiment vous partager des livres et pourquoi je vous les recommande vraiment chaleureusement si vous vous retrouvez dans les situations dont je parlais avant ou d'autres situations en lien avec le sommeil des enfants. Allez, on y va ? Le premier livre dont je vais vous parler, c'est donc celui-ci, celui d'Elizabeth Bentley. Donc c'est une auteure américaine qui a écrit vraiment ce livre en partant de ses expériences personnelles. Elle a vraiment eu des situations compliquées avec le sommeil de surtout son dernier enfant, son quatrième enfant. Et au final, elle a été confrontée à beaucoup de littérature qui disait soit vous laissez pleurer votre enfant, soit vous attendez et vous souffrez en silence, s'il vous plaît. Et du coup, elle a créé petit à petit sa méthode et c'est vraiment, je dirais, vraiment quelque chose que je vous recommande. Alors ici, je vais vous parler un peu en détail des différents points et de pourquoi je vais vous recommander ce livre-là. Alors, la première raison pour laquelle je vous recommande ce livre-là, c'est tout simplement parce qu'il ne conseille pas de laisser pleurer les enfants. C'est vraiment quelqu'un qui a mis ça en point d'honneur dans son livre, en point d'honneur dans sa méthode, c'est « je ne fais pas, je ne laisse pas mon enfant pleurer ». Et rien que pour ça, ça fait un bien fou. Un autre point que je trouve vraiment, vraiment très important et qui n'est pas assez présent, qui est bien trop absent même, dans beaucoup des livres où on parle du sommeil, c'est simplement que vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de décider de suivre une méthode et puis à un moment, vous ne la suivez pas ou à un moment, vous avez utilisé tel outil, ça n'a pas marché, vous n'êtes pas satisfait, vous voulez changer. Vous êtes humain et vous n'êtes pas responsable. Il faut savoir que dans beaucoup de livres, dont un dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux absolument pas lui faire de pub, mais beaucoup de méthodes de dressage des enfants au sommeil, ce sont des livres où si la méthode ne marche pas, c'est que vous ne l'avez pas bien appliquée. Bonjour la culpabilité. Dans ce livre, donc, vous n'êtes pas jugé sur vos compétences parentales, vous n'êtes pas jugé comme étant un mauvais parent parce que une fois vous avez craqué. Imaginons que vous avez mis en place un rituel, vous avez décidé pour des raisons qui vous appartiennent que vous vouliez que votre enfant s'endorme sans être au sein et le déposer quand il est endormi dans son lit. C'est votre choix, c'est votre décision. Et vous suivez la méthode dont elle parle dans son bouquin et une fois, vous le laissez. Parce que vous êtes bien, parce que c'est un moment câlin, parce que c'est un moment plaisir, parce que c'est un moment détente. C'est OK. Une autre chose que je trouve très riche dans ce livre, c'est que tout le monde est bienvenu. Vous faites du cododo, vous n'en faites pas. Vous allaitez, vous n'allaitez pas. Vous avez un enfant, un tout petit bébé, vous avez un grand enfant. Welcome. Vous êtes bienvenus. Et les méthodes sont adaptées en fonction de ces différentes situations. Dans cet ouvrage, donc, elle ne juge pas les parents. Non, elle ne les juge pas, elle les accompagne. Un point sur lequel elle reste par contre assez catégorique, ferme, et c'est vraiment une bonne chose, c'est des questions de sécurité. Autre chose que je trouve vraiment très utile, c'est que dans la plupart des livres où on vous dit de dresser votre enfant au sommeil, où on vous dit en gros de le laisser pleurer, si jamais la méthode ne marche pas, c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité, c'est que vous n'avez certainement pas été assez convaincu par les méthodes, que vous ne l'avez pas suivi de manière assez stricte. Dans cet ouvrage, ce n'est pas le cas. Et à la fin, elle parle de ces cas où ça ne marche pas.
où malgré tout, l'enfant commence à beaucoup se réveiller. Et elle en parle à nouveau avec beaucoup de bienveillance, d'ouverture et sans être négative sur le parent ou sur l'enfant. Et donc ça, c'est un point aussi que j'aimerais bien mettre en avant. À aucun moment, l'enfant n'est jugé de manière négative parce qu'il se réveille la nuit. À aucun moment, le parent n'est jugé de manière négative parce qu'il est épuisé par cette situation et parce qu'il aurait mis en place l'une ou l'autre technique. Non, tout le monde est vu avec bienveillance, tout le monde est vu avec respect. Et ça fait un bien fou parmi tous les livres, tous les ouvrages sur le sommeil des enfants. Ce qui m'a touchée aussi particulièrement, c'est le côté pratique. Et oui, parce que j'adore les livres théoriques sur le sommeil des enfants, enfin des outils plus sur la compréhension du sommeil des enfants. Et en même temps, quand on est épuisé, on a besoin de concret. Il y a d'une part les livres bienveillants qui parlent du sommeil des enfants, je vais vous parler de livres comme cela après, et il y a également ces livres sur le dressage au sommeil des enfants. Dans ces livres, parfois, on va vous donner des injonctions et on va vous dire d'y répondre. Par exemple, on va vous dire de ne plus donner le sein à votre enfant pour qu'il s'endorme. On va vous dire de retirer la tétine au moment où il s'endorme parce que sinon, l'enfant pourrait se réveiller et à ce moment-là le réclamer. Bon, ce n'est pas forcément un problème, mais c'est un autre débat. Mais on ne va pas vous dire comment faire. Dans le livre de Pentley, pour chacun de ces éléments, il y a des outils et des techniques pratiques pour pouvoir essayer d'arriver à cet élément. Ce n'est pas garanti que ça va marcher, mais en tout cas, il y a une procédure qui peut vous accompagner dans ce processus-là. Ensuite, le dernier point que j'aurais envie de mettre, c'est que ce livre est en anglais, mais très facile à lire. Donc moi, je l'ai lu en anglais, je suis assez confortable pour lire un livre en anglais. Et ce niveau-là d'américain, c'est vraiment chouette. Après, je pense que même en français, bon, pareil que la traduction n'est pas top, mais elle a peut-être été améliorée, donc ça, je vous invite à vérifier si vous êtes plus confortable avec le français. En tout cas, pour la version américaine, il est très facile à lire et c'est très confortable parce que quand on est fatigué, c'est vraiment difficile de se mettre à lire un livre. Donc, ce livre-là est vraiment, vraiment quelque chose que je recommande aux parents qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, qui ont besoin d'un peu de reprendre de pouvoir sur la situation, de comprendre également ce qui se passe. Et en même temps, j'ai envie de vous parler un peu d'autres ouvrages, des ouvrages qui vont plutôt aller sur la compréhension pour sortir des mythes autour du sommeil des enfants. Et je vais vous parler de 2 livres. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler, c'est donc Dormir avec son bébé de Natalie Rock. Ce livre, je l'adore. Alors, pour le parent épuisé qui a envie de comprendre des choses, c'est peut-être pas le bouquin le plus accessible. Moi, je l'ai dévoré, mais à une période où mes enfants faisaient mes nuits. Après, si j'avais été épuisée, je crois que j'aurais pas pu tout intégrer là-dessus. C'est plutôt un livre théorique sur le cododo dans ce cas précis, mais vraiment que j'aime parce que ça casse complètement les mythes sur le cododo, mais vraiment. Et ça parle des besoins de l'enfant, vraiment les besoins qui font que dormir avec son... Pourquoi c'est si fondamental finalement de dormir avec son bébé? Elle ne juge pas les parents qui ne dorment pas avec leur enfant. C'est pas du tout le but de ce bouquin. D'ailleurs, l'auteur-autrice, je ne sais pas ce qu'il faut dire, parle clairement de son parcours où elle n'est pas quelqu'un qui a fait du cododo, pratiqué le cododo avec tous ses enfants. Mais clairement, si vous avez envie d'avoir des arguments, de comprendre le cododo et d'avoir des arguments pour un peu, j'ai envie de dire, clouer le bec aux arguments du style « Quoi ? Tu dors encore avec ton enfant, mais c'est pas naturel, c'est pas sain, c'est pas ceci, c'est pas cela. » Ça, c'est le bouquin qu'il vous faut, un plaisir. Elle est vraiment très rigoureuse dans ce qu'elle écrit et quand elle déconstruit les mythes sur le cododo, elle le fait avec intelligence et pertinence. Elle va vraiment rechercher les sources, sur quoi il se base pour dire ça et elle démonte bien ça. Ça fait plaisir. Alors pourquoi est-ce que j'aime particulièrement ce livre et pourquoi je vais vous le conseiller ? Notamment parce qu'il y a des réponses qui expliquent d'un point de vue évolutionniste pourquoi le cododo est quelque chose de naturel.
Si on prend par exemple l'accouchement physiologique, si on soutient l'accouchement physiologique, si moi en tant que doula, beaucoup de sages-femmes et des gynécos soutenons le fait que des femmes puissent accoucher de manière physiologique, c'est parce que le fait d'accoucher, de donner naissance, est le résultat d'une évolution de milliers d'années. Donc le corps humain est fait pour, et c'est la manière la plus évidente de le faire qui permet d'avoir le moins de complications, etc., etc. Le cododo, c'est la même chose. L'humain est le résultat d'une évolution de milliers d'années. Et vouloir changer maintenant le résultat de milliers d'années, c'est un peu compliqué. Je vais m'expliquer. Le cododo est donc le résultat d'une évolution de milliers d'années. L'humain est un animal à sang chaud. Et le bébé, le petit humain, n'a pas la capacité de réguler sa température dans ses premières années. La première année, je crois qu'il n'a pas une capacité de réguler sa température, ça vient après. Le petit humain a donc besoin d'être en contact avec d'autres pour avoir de la chaleur. Quand nous avons un bébé, nous n'avons pas 5 bébés qui peuvent se tenir chaud quand nous ne sommes pas près d'eux. Et donc ça, c'est un argument qui fait penser que l'enfant a besoin de ce contact proximal avec nous, même pendant la nuit. Parce que la nuit, il a besoin d'avoir chaud comme en journée, voire plus. Il fait souvent plus frais en journée. C'est également quelque chose d'important par rapport à la sécurité, par rapport aux prédateurs. Un bébé humain, vous le mettez dans la nature et vous partez, c'est pas très bon. Il va probablement pas survivre. Et donc, il est logique que le bébé humain a besoin d'être auprès d'adultes pour pouvoir être protégé en cas de problème par rapport à un prédateur. Un autre point que j'ai envie d'aborder par rapport à ce bouquin, par rapport à ce point de vue évolutionniste, c'est aussi la question de l'allaitement. Donc l'allaitement, c'est la manière de nourrir le plus naturel possible son enfant. Naturel ne veut pas dire évident. Au-delà du fait qu'on a choisi ou pas d'allaiter, à la base, le petit humain est fait pour être allaité. Or, par rapport aux hormones de l'allaitement, les taux d'hormones vont être le plus important la nuit. Et donc, il est normal d'avoir une stimulation importante, un besoin à ce moment-là de maintenir la lactation, d'entretenir la lactation, et donc avec un besoin de tétée important pendant la nuit. Besoin de tétée qui est aussi émotionnel, relationnel, câlin, etc. Et la nuit, un enfant continue à avoir des besoins d'attachement, de contact. Ça ne s'arrête pas parce que l'on dort. Il y a bien d'autres raisons qui expliquent également à quel point le fait de dormir avec son enfant est quelque chose qui est naturel par rapport à l'humain et par rapport aux besoins du bébé humain. Mais là, je vous invite vraiment à lire ce bouquin ou à aller voir, j'ai un article de mon blog où je parle notamment de ce bouquin. Non, ce n'est pas un article de mon blog, j'ai écrit un article sur le site collaboratif Les Vendredis Intello et je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Donc, régulièrement, on me sort l'argument qui a le don de m'énerver, je dois avouer, qui est « oui, c'est bien beau le cododo, c'était peut-être fait dans le passé, ou pour les mamans en Afrique, bonjour le racisme ordinaire, mais maintenant, de nos jours, dans nos pays, ça n'a plus trop de raison d'être. » Notre culture n'est pas une culture prônant le cododo, oui, mais notre enfant, lui, est le résultat d'une évolution de milliers d'années. Il ne sait pas renoncer à ça, il ne peut pas le faire. Un autre point qui est intéressant par rapport également à cette histoire de cododo, c'est qu'il peut faciliter le rendormissement, notamment parce qu'on peut plus facilement le mettre au sein, notamment parce que l'enfant peut être apaisé par la présence de ses parents. C'est également quelque chose qui permet la prévention du cododo quand on suit des règles de sécurité, bien entendu. Troisième bouquin, c'est donc Dormir sans larmes. Dormir sans larmes, c'est un livre que j'aurais vraiment, vraiment voulu avoir quand j'ai eu mon premier enfant par rapport aux questions que je me posais sur son sommeil. C'est vraiment un livre qui est bienveillant. C'est un livre également qui se base sur vraiment beaucoup de recherches pour donner des éléments de compréhension, d'une part sur le sommeil des enfants, d'une part sur l'impact des méthodes de dressage au sommeil comme le fait de laisser pleurer, c'est essentiellement ça, qui déconstruit ces méthodes en montrant qu'en gros elles disent toutes la même chose, avec après des variantes, mais en gros ça revient à laisser pleurer l'enfant, en quoi c'est nocif de faire pleurer et de laisser pleurer son enfant.
Donc c'est un bouquin qui va vous permettre d'une part de faire le point. À quoi m'attendre par rapport au sommeil de mon enfant? Par exemple, si mon enfant a 2 mois, est-ce que je suis en... Est-ce qu'il est normal de s'attendre à ce que son enfant fasse des nuits de 10 heures sans se réveiller? La réponse est non. À côté de ça, il y a quand même des enfants qui le font. Mais globalement, s'attendre à ça, vouloir ça de son enfant, eh bien c'est compliqué. Et essayer d'aller à l'encontre de ça, ce n'est pas anodin et ça peut avoir un impact sur l'enfant. Pas forcément, mais ça peut. Ensuite, en donnant les différentes étapes, on peut un peu lâcher la pression. Ah ok, d'accord, c'est normal que mon enfant se réveille la nuit. Et c'est une bonne chose que j'aille prendre soin de lui la nuit, car je suis son parent aussi la nuit. Tiens, c'est normal, il dormait, maintenant il ne dort plus, mais oui, c'est normal, c'est une période de changement, etc., etc. Je vous recommande donc chaleureusement ce livre-là. Il y a également à la fin un chapitre de, j'ai envie de dire, pour le parent épuisé, d'ailleurs c'est je crois comme ça qu'elle l'appelle, vraiment un mode à suivre sur que faire si vous êtes vraiment épuisé et que vous avez besoin que les choses changent parce que vous êtes à bout. L'autre option qu'elle prône évidemment c'est naturaliste et plutôt d'attendre. Elle donne également les signes qui doivent nous faire penser que peut-être effectivement il y aurait un problème. Et vraiment une approche, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est beaucoup écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez en tant que parent. Regardez votre enfant, observez-le. La journée, comment il est? Il est joyeux, il joue. Probablement que lui n'a pas un problème de sommeil, n'a pas un souci de sommeil. Par contre, effectivement, nous sommes épuisés. Un point que je n'ai pas vu dans ces livres et qui, pour moi, est quelque chose qui manque et que donc j'ai envie vraiment d'ajouter ici parce que je pense que c'est vraiment essentiel, c'est dans un premier temps, prenez soin de vous et de votre sommeil. Il arrive que des parents viennent en rendez-vous chez moi pour des questions au niveau du sommeil de leur enfant et souvent... Non, chaque fois, je pose des questions sur leur sommeil à eux, le sommeil des parents. Il arrive que des parents me disent « mais moi-même j'ai des difficultés de sommeil » et c'est quelque chose qui me fatigue particulièrement. Je suis déjà fatiguée parce que j'ai des troubles du sommeil et en plus j'ai cet enfant. L'invitation pour moi est alors, oui, effectivement, regardons, on va bien entendu se pencher et faire un bilan sur tout ce qui se passe autour de cette question du sommeil de votre enfant, mais prenez soin de votre sommeil. Est-ce que vous regardez les écrans jusqu'au soir? C'est quelque chose qui est mauvais pour la qualité, la durée et qui ne favorise pas, qui pose des problèmes par rapport à l'endormissement de l'adulte. Est-ce que comment vous mangez le soir? Est-ce que vous faites des exercices? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez une routine pour vous détendre, pour vous faire du bien? Et bien souvent, ce n'est pas forcément le cas. On ne prend pas forcément soin de nous et on ne prend pas forcément besoin de notre sommeil. Or, si on veut favoriser le fait que ça se passe bien, on ne peut pas forcément changer le sommeil de notre enfant. Donc dans un premier temps, favorisons notre sommeil, notre qualité de sommeil, afin justement de mettre les meilleures conditions pour nous pouvoir être parents de notre enfant, même la nuit. Et je vous invite à avoir cette réflexion. Comment est-ce que moi je prends soin de mon sommeil? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'éteins les écrans assez vite? Est-ce que je bois de l'alcool avant de dormir? Est-ce que je fais quelque chose pour me détendre? Ou est-ce que je rumine mes pensées, etc., etc. Bref, prenez soin de vous. Un dernier livre que j'ai envie de rajouter à ma sélection sur les livres pour le sommeil, eh bien c'est ce livre-là. Donc c'est Aider votre enfant à bien dormir de Stéphanie Couturier. Franchement, c'est un bouquin qui est pas mal, avec pas mal de points positifs. Il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent, mais dans l'ensemble, vraiment, c'est un livre que je vous recommande avec pas mal d'outils assez concrets et qui permettent de voir clair. L'un des plus gros regrets que j'aurais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup ou très peu d'informations sur l'évolution du sommeil des enfants. Ce qui peut, moi en le lisant, j'ai eu un peu le sentiment que le sommeil des enfants était un peu comme celui des adultes. Voilà. Alors que c'est une évolution et que c'est vraiment important, je trouve, pour pouvoir lâcher prise sur pas mal de choses qui se passent dans le sommeil de nos enfants, et bien pour ça, on a d'abord besoin de le comprendre. Donc je dirais qu'après avoir lu les autres livres, cet outil est intéressant. Mais je trouve que c'est vraiment important d'avoir les informations que fournissent les autres livres dont je vous parlais.
Voici donc le tour de la question sur ces 3 livres que je vous recommande sur le sommeil des enfants. Si donc vous avez ces difficultés, je vous invite à les lire. Mais n'hésitez pas à pour autant aller à un rendez-vous. Ce n'est pas parce que vous avez lu ces livres que forcément vous allez trouver les solutions qu'il vous faut. Et donc n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin de plus que simplement ces bouquins. Si vous êtes épuisé, si vous avez besoin d'être accompagné dans ces démarches. Et en attendant, prenez soin de vous.